Bonjour à tous, je vais vous parler de la vitesse de sédimentation, un marqueur dépassé ou toujours d'actualité. Vous verrez que nous répondrons à cette question à la fin du diaporama. Je remercie tout d'abord les organisateurs des Biomeji pour m'avoir invité à discuter de ce sujet. Les Biomeji, c'est le congrès de l'innovation et de l'excellence, des innovations biotechnologiques, de l'intelligence artificielle dans la biologie, et c'est pour ça que je vous parle de la vitesse de sédimentation aujourd'hui. Alors on pourrait faire quelque chose d'un petit peu plus moderne en demandant à l'IA est-ce que l'AVS présente toujours un intérêt de nos jours. D'ailleurs, c'est une bonne question à poser pour tester les différents modèles d'IA. Et on voit que les différents modèles, en fait, sont un peu des réponses suisses ou de normands, puisqu'ils disent oui, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, mais encore peut y avoir de l'intérêt actuellement. Donc on ne sait pas trop. Donc ça ne va pas être avec l'IA qu'on va pouvoir trancher ce dossier. Heureusement, on a le site de l'assurance maladie qui nous permet de répondre à certaines questions et qui, dans le chapitre Comprendre le bilan inflammatoire, nous dit que la vitesse de sédimentation correspond à la quantité de sang coagulé dans un tube au bout d'une ou 2 heures. Visiblement, nous n'aurons pas nos réponses sur le site de l'assurance maladie pour la question de l'AVS est probablement la plus ancienne analyse de biologie médicale, puisqu'on trouve des traces en 1792 avec un médecin qui a constaté que quelqu'un qui avait une inflammation, alors c'était des blessures par balle, avait une sédimentation plus rapide de son sang dans ce contexte fortement inflammatoire. Puis les analyses se sont succédées. En 1840, on a découvert qu'il y avait un lien entre l'AVS et des marqueurs inflammatoires du plasma. En 1894, on a le premier protocole standardisé pour la mesure, le début des ancêtres du COFRAC. Puis en 1918, on a commencé à voir qu'on pouvait avoir ce qu'on peut appeler des faux positifs avec l'augmentation pendant la grossesse. Et puis un nom qui est resté dans l'histoire de l'AVS, Westergren, en 1921, qui a utilisé l'AVS médicalement comme étant un marqueur pronostic dans la tuberculose. Et dernière nouveauté, la HAS qui, cette année, se penche sur le dossier en disant finalement est-ce qu'il y a encore un intérêt ou pas sur ce marqueur. Alors, est-ce que ça existe encore l'AVS? Parce qu'on peut très bien dire, mais finalement, plus personne l'a prescrit. En fait, si, ça existe encore. Alors, on a une diminution assez régulière, mais qui n'est pas nulle, puisqu'en 2024, on a encore presque 15 millions de VS qui sont prescrites. On voit qu'on a des prescriptions non hospitalières qui diminuent, 34% de baisse en 12 ans, mais des prescriptions hospitalières qui, elles, restent stables en 12 ans, qui n'ont pas modifié. Et ça représente quand même une VS prescrite pour 4,7 hémogrammes. Donc c'est quand même une des analyses de biologie les plus prescrites en France. Alors chez qui elles sont prescrites à peu près à toutes les tranches d'âge, mais on voit que essentiellement on les prescrit chez les personnes à partir de 50 ans. On verra qu'on a une augmentation de la VS avec l'âge, donc forcément c'est des paramètres qui sont peut-être encore moins pertinents sur cette tranche d'âge-là. Et qui prescrit? Eh bien, 8 fois sur 10, ce sont des généralistes qui prescrivent. Ensuite, on a des rhumatos et des chirurgiens, on verra pourquoi. Et quand on regarde dans les dossiers pour quelles raisons le bilan a été prescrit, on voit que dans 60% des cas, c'est juste un examen de routine de débrouillage. Dans 18% des cas, par contre, c'est une infection. Et puis après, on a d'autres raisons, notamment des maladies rhumatismales. Et on a le fameux triptyque, souvent à effectuer par une IDE. Nos techniciens préleveurs ne peuvent pas prélever. À domicile, dans ce cas-là, il n'y avait pas d'intérêt puisque le patient s'est déplacé au labo. À jeun, pour ces analyses-là, ça ne servait à rien. Le fameux NFS, plaquette, la redondance, je monte en haut, je descends en bas, VS et CRP. Ou des fois, on a même des listings comme ça qui nous font, où de toute façon, le médecin, il prescrit en premier NFS, VS, CRP. Les trois sont liés et indissociables pour lui. Alors, si on fait le profil parfait de rencontre d'une analyse de biologie médicale, donc monsieur vitesse de sédimentation qui a 233 ans, quelle qualité lui faut-il? Il faut qu'il soit sensible, spécifique, rapide, utile, qu'il ait des valeurs de référence pas coûteux et tout ça. Bon, voilà, toutes les qualités d'une analyse parfaite. Est-ce que la vitesse de sédimentation a ces qualités-là? Alors déjà, l'impact économique direct de l'AVS. C'est une analyse qui coûte cher, puisque le coût direct pour l'assurance maladie en 2024, c'est 10 millions d'euros. Alors c'est certes peu par rapport à l'ensemble des dépenses, mais 10 millions d'euros, c'est le coût des tests du statut HRD pour l'ensemble des cancers de l'ovaire en France. Donc un test compagnon pour thérapie ciblée. Donc c'est-à-dire qu'à la place de faire une analyse qui peut-être ne sert à rien, on va y répondre tout à l'heure, et ben on peut faire une vraie analyse qui peut servir dans l'ensemble des cancers de l'ovaire en France avec le même budget. Et c'est une analyse qui a une facturation qui a diminué avec le temps,
et qui n'a plus vraiment de modèle économique, puisqu'on voit que jusqu'en 2015, l'analyse était tarifiée quasiment 2 euros. Maintenant, elle a chuté à 50 centimes, ce qui fait que le nombre de VS annuels pour avoir un seuil de rentabilité, puisqu'il y a l'amortissement de l'automate, il y a les connexions, il y a tout ça, eh bien, il est passé à quasiment 13 000 VS par an. Donc, si vous faites moins de 13 000 VS, économiquement, vous perdez de l'argent à monter ce test. Ce qui fait que on utilise des techniques de moins en moins onéreuses. Certains CH ou CHU ont arrêté de faire ces analyses. Il y a ce qu'on appelle un nomadisme des patients, puisque les patients, en fait, puisque la VS n'est pas faite dans ce laboratoire, vont aller dans un autre laboratoire pour le faire, et puis une baisse de la qualité qui peut être perçue sur cette analyse, où on dit, mais finalement, elle ne sert à rien, je ne la recommande pas, et je suis moins exigeant et moins rigoureux peut-être avec cette analyse. Et puis, il y a surtout des coûts cachés. Donc, dans les coûts cachés, si on va sur le site de la Société française d'hématologie, on voit qu'on a un chapitre qui s'appelle « Connaissances indispensables en hématologie à la fin du deuxième cycle d'études médicales ». Et dans l'article 4, il y a « Donner des examens pratiqués devant une augmentation de la vitesse de sédimentation ». Donc, on voit que pour être un bon médecin en hématologie, il est indispensable de connaître les analyses à rajouter sur une VS augmentée. Voilà, donc ça c'est certainement certains mandarins qui ont rédigé ces documents. De plus en plus de patients utilisent des sites de téléconsultation en ligne. J'ai donné un exemple ici où on a aussi des pages internet qui remontent très haut dans les moteurs de recherche, qui est vitesse de sédimentation élevée, quand s'inquiéter de son résultat sanguin. Donc on a même des paramètres comme ça qui peuvent alerter, avec des valeurs de référence où il nous parle de VS à la deuxième heure. Et puis, alors ça c'est un exemple de bilan qu'on peut avoir sur ce type de plateforme où on nous demande des ferritnémies. Voilà, donc ça va tellement vite sur ces plateformes-là que des fois il y a des lettres qui sautent, le bilan lipidique aussi. Voilà. Et puis Doctissimo, où alors là j'ai fait la capture écran, je n'ai absolument pas triché. On a ces captures écran, là aussi, quelle utilité, quand s'inquiéter. Donc des choses qui sont très anxiogènes, y compris pour les patients. Je vous rappelle que le médecin, voilà, un siècle, avait dit moi j'ai un intérêt dans le suivi des patients qui ont une tuberculose, et c'était à peu près tout. Et il avait d'ailleurs alerté, même à l'époque, en disant j'ai rien d'autre pour estimer la réponse au traitement de mes patients, donc j'utilise la VS. Peut-être que c'est un paramètre qui est un petit peu éculé depuis. Donc, première qualité qui saute, mais peut-être que on a des interférences. Donc il faut revenir au principe physique de l'AVS. Donc je vous ai décrit ici les règles physico-chimiques qui expliquent pourquoi l'AVS est plus ou moins augmenté. Donc le globule rouge est soumis à sa force de gravité, à une force de répulsion électrostatique qui empêche les globules rouges de trop se rapprocher les uns les autres, puisqu'il y a une charge électrique membranaire. Et cette charge électrique membranaire est tamponnée avec des protéines plasmatiques qui, elles, sont chargées positivement. Et ce qui explique qu'on peut avoir des augmentations de vitesse de sédimentation dans le cas d'inflammation, notamment avec des protéines inflammatoires qui sont chargées positivement, mais aussi dans d'autres situations, comme quelqu'un qui a une anémie, puisque si vous avez une anémie, en fait, il y a moins de viscosité du sang et la vitesse de sédimentation augmente. Dans les cas aussi où la viscosité diminue pour une hypoalbuminémie, peut-être que le patient est dénutri ou alors qu'il a un syndrome néphrotique, enfin voilà. Et on voit d'un coup qu'on peut avoir énormément d'interférences où finalement, si on a une VS seule, on ne peut pas l'interpréter sans bilan rénal, sans bilan global du patient. Et à contrario, on a des diminutions de la vitesse de sédimentation, donc des cas dans lesquels on devrait avoir une augmentation de la VS parce qu'il y a une inflammation et on n'a pas d'augmentation de la VS. Ça peut être par exemple des cas de patients qui ont une hémolyse, des polyglobulies, des globules rouges de forme atypique. Un patient drépanocytaire, il ne va pas avoir une VS qui va répondre de la même façon qu'un autre patient, des hypertriglycéridémies, voilà, énormément de situations diverses et variées. Donc c'est probablement un test qui n'est ni sensible ni spécifique. Les valeurs de référence de l'AVS, c'est un grand débat. On a des valeurs qui sont apprises pour le concours de l'internat en pharmacie avec des vitesses de sédimentation assez faibles chez l'homme et chez la femme à 1 heure.
Et le premier document, la première étude qui a été assez robuste, est parue dans le BMJ en 1967, où on a des valeurs qui ont été déterminées, là aussi avec des tranches d'âge entre les hommes et les femmes. Et ces valeurs, en fait, ont été reprises 20 ans plus tard par un autre médecin qui n'a pas fait d'autres études, mais qui a juste repris les valeurs de la publi de 1967 et a arrondi, donc a trouvé ces valeurs-là. Et puis, probablement que vous avez appris que l'âge de la valeur de seuil de l'AVS, c'est l'âge divisé par 2 pour les hommes et l'âge plus 10 divisé par 2 pour des femmes. Donc ça, c'est une autre étude qui a été menée en 1983, où on voit que ça fit pas totalement, parfaitement avec l'évolution. Et là encore, on n'a pas du tout d'indicateur de zone d'intervalle de sécurité statistique. Voilà, donc c'est vraiment des données qui sont historiques. Et on a eu un travail de nos amis italiens, voilà une vingtaine d'années, qui eux ont une approche un petit peu différente en utilisant des patients très bien sélectionnés. Et on voit que sur ce genre de choses, on peut avoir des valeurs qui sont globalement entre 2 et 40. Donc c'est quand même très très loin des valeurs qui étaient apprises pour l'internat. Parce qu'on peut avoir beaucoup de facteurs qui expliquent des augmentations non significatives de l'AVS. Donc le patient ou le prescripteur, il est souvent perdu avec cette valeur de VS. Et c'est quoi une VS augmentée? Et on va voir derrière que malheureusement, beaucoup d'études disent VS augmenté ou VS non augmenté, mais il n'est pas évident de déterminer des valeurs de référence à partir de ce paramètre. Donc au niveau des valeurs de référence, c'est compliqué d'avoir quelque chose de très robuste. Est-ce que on fait tous la même chose sur l'AVS? Il faut savoir qu'il y a des mesures multiples. En 1973, dans le BMJ toujours, on a un protocole standardisé de mesure de l'AVS où on nous dit qu'il faut que ce soit avec un prélèvement sur citrate et on doit le tester de cette façon. En 1993, on a un autre document qui suggère d'utiliser le tube DTA et de diluer ce tube DTA avec du citrate, 4 volumes de sang pour 1 volume de citrate, et de monter dans des tubes qui font 30 cm de haut, monter verticalement avec certaines conditions de température et tout. Et on voit déjà qu'entre les deux techniques, on a des différences, puisqu'il nous suggère de faire une corrélation entre les deux, en disant finalement, j'ai des valeurs qui sont différentes entre du sang non dilué et du sang dilué. Et cette technique, elle est toujours utilisée. D'ailleurs, on a des automates qui sont vendus avec un prix que je vous laisse regarder sur ce diaporama, quasiment à plus de 2000 euros. Les techniques modernes sont, elles, différentes, puisque on va prendre des tubes de sang, aspirer un petit peu de sang, et regarder avec un faisceau laser la façon dont les globules rouges se séparent. Et là, on n'est plus du tout dans une espèce de référentiel où on cherche à comparer. Et les guidelines disent il faut surtout vérifier que l'AVS que vous obtenez corrèle avec des valeurs d'autres protéines inflammatoires pour vérifier finalement que votre méthode fonctionne. Donc on voit qu'on est quand même sur des principes analytiques qui sont assez différents du globule rouge qui tombait avec la gravité. Alors est-ce que ces techniques sont différentes entre elles et donnent des résultats différents? Ça, c'était historiquement, quand j'avais utilisé un premier automate qui avait un principe analytique différent de mesure par faisceau laser par rapport à la gravité et la méthode vraiment classique. C'est quand j'étais interne, et j'étais un petit peu désarçonné parce qu'on avait des valeurs qui étaient assez différentes, avec parfois des valeurs inférieures à 50%. Là encore, on a des études qui sont parues voilà, une quinzaine d'années qui montrent qu'on a une corrélation entre la méthode, on va dire standard de Westergren de chute des globules rouges et la méthode optique qui est utilisée largement actuellement. Les deux sont corrélés, mais sont corrélés avec, là encore, des écarts types très importants. C'est-à-dire que vous rendez le résultat à moins 30, plus 50. Donc quelqu'un qui a une VS à 50, ben peut-être qu'elle est à 20, peut-être qu'elle est à 100. Voilà. Entre les deux techniques. Et ce qui est plus important, c'est que cette corrélation est distincte en fonction de la cause de l'inflammation. Donc l'inflammation chez un patient, qu'elle soit d'origine inflammatoire, auto-immune ou inflammatoire liée à une infection, ne corrèle pas avec les mêmes protéines, et la sensibilité de chacune des techniques est plus ou moins importante en fonction du contexte et des protéines inflammatoires.
donc on ne dose pas la même chose, et ce n'est pas exactement la même VS entre les deux. Je vous parle rapidement aussi du CV, qui est compliqué à établir à partir de ce type d'échantillon, parce que si vous utilisez une matrice qui ressemble plutôt à du sang, une matrice qui ressemble plutôt à des billes de latex, on peut avoir des CV extrêmement différents, donc pour calculer l'incertitude de mesure, c'est assez compliqué également. On a des évaluations externes de la qualité qui nous permettent aussi d'évaluer donc sur du sang humain la différence de VS entre les automates, et on voit bien que certains automates qui ont une cible là autour de 16 avec une méthode, et ben, d'autres automates qui ont d'autres techniques de mesure, eux, ont une cible autour de 70 voire plus. Donc clairement, on a des résultats qui sont très différents à partir d'un même échantillon sanguin de sang humain. Donc, est-ce qu'elle est reproductible? Est-ce qu'elle est précise? Ben non. Alors, continuons. Est-ce qu'elle est stable? Là, c'est une étude qu'on avait menée au sein du laboratoire, de différents laboratoires Innovi, où on a estimé qu'il y avait une stabilité de l'AVS à 6 heures et à 24 heures qui différait en fonction des laboratoires, probablement avec des conditions de conservation des tubes qui peuvent être différentes selon que la pièce est plus ou moins chaude. Et clairement, c'est des paramètres qu'on doit évaluer au sein de chaque site et au sein de chaque condition préanalytique. Donc la stabilité n'est pas toujours très performante, surtout quand on le compare par rapport à d'autres protéines inflammatoires. Alors enfin, est-ce qu'elle est utile ? On a une espèce de liste à la Prévert des différentes pathologies qu'on va survoler assez rapidement. Tout d'abord, le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde. Quand on va sur le site de l'assurance maladie, on nous indique qu'il y a un intérêt de faire l'AVS, et effectivement, ça fait partie des critères d'évaluation où on a un point qui est donné quand on a une VS anormale. Alors, ce qui est un petit peu curieux, c'est que sur les documents de référence, on nous parle de alpha normal et VS normal, ou CRP anormal ou VS anormal. Donc déjà, on voit qu'on a une petite coquille entre CRP et alpha. Et quand on regarde le document justement de cette société savante, on a aussi en fait une CRP normale et une VS normale qui donne 0 point, et une VS anormale ou une CRP anormale qui donne 1 point. La question dont on peut se poser, c'est de se dire finalement, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de faire les deux marqueurs? Et dans le document joint, en fait, ils disent qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt, un des deux marqueurs suffit largement, et que c'est juste pour distinguer des cas qui sont un petit peu limites, où les autres critères de cotation n'auraient pas suffi. Si on va dans le détail, ils nous fournissent également l'odds ratio, donc la puissance en fait de séparation des deux, et on voit que l'AVS a un odds ratio qui est bien moins bon que la CRP. Donc la CRP, si on choisit un des deux marqueurs, est beaucoup plus pertinente. Et là encore, on a un petit problème parce que ça a été retranscrit en VS normal ou anormal, et la seule chose qui a été montrée, c'est qu'en fait, les patients qui ont une VS dans les deuxième ou troisième terciles ont plus de polyarthrite rhumatoïde que ceux dans le premier tercile, mais il n'est absolument pas évoqué de valeur de VS normale ou anormale. Donc avec le problème de détermination des seuils, je pense que c'est extrêmement compliqué de pouvoir baser un diagnostic sur ce paramètre. Il vaut mieux utiliser la CRP seule. Donc VS et polyarthrite rhumatoïde pour le diagnostic, pas d'intérêt. Pour le suivi, on a un score. Alors c'est les rhumatos essaient de comparer qui a le plus gros marqueur de suivi, et qui est le DAS28, avec une formule assez compliquée qui fait prendre en compte la vitesse de sédimentation. Et ils ont utilisé un autre marqueur également qui est le DAS28-CRP, où là, clairement, on remplace la partie vitesse de sédimentation avec la CRP. Et puisqu'on a les deux comme ça veut dire qu'on peut avoir une corrélation entre les deux. Donc je vous ai calculé la corrélation, qui me semble un petit peu curieuse, parce que pour une VS à 7,5, c'est équivalent d'une CRP à 50, et une VS à 10, par exemple, c'est équivalent d'une CRP à 120. Et on voit bien que, vu l'incertitude de mesure de la VS, je pense que le DAS28 surestime un petit peu des variations qui n'existent pas.
Et d'ailleurs, on a des publications, si vous avez des amis rhumato qui veulent avoir des points SIGAPS, c'est assez simple, ils font une étude sur DAS28 CRP versus DAS28 classique, et on voit que les deux sont assez mal corrélés. Donc qui a raison? Et ben on a une analyse ANAPAT qui a été faite sur des ponctions d'articulation où on voit en fait que la CRP seule suit beaucoup mieux l'état inflammatoire des tissus que l'AVS. Et qu'en fait, quand on mélange tout ça au milieu des DAS28, DAS28 CRP, on écrase en fait totalement ces paramètres. Donc peut-être que même la CRP seule est un meilleur marqueur de suivi de la polyarthrite rhumatoïde que les indicateurs globaux et surtout pas de l'AVS. D'ailleurs, on a plein d'autres indicateurs qui sont sortis qui n'utilisent pas l'AVS depuis. Donc l'AVS et polyarthrite rhumatoïde, pas d'intérêt dans le suivi. Le Horton, donc ça c'est le cas classique où on nous dit mais je ne peux pas faire de diagnostic de Horton, on va tuer des gens si on ne fait pas l'AVS. Alors on va gratter un petit peu la bibliographie. Le Horton à l'AVS, ça date de 1967 où on a une première étude qui a montré que en fait il y avait des cas de Horton, alors on n'appelait pas ça encore le Horton, mais avec une augmentation de l'AVS, donc c'était juste quelque chose qui était constaté, et le médecin qui avait déterminé ça allait même plus loin en disant finalement tout patient qui a une VS augmentée sans raison, s'il est âgé, il faut lui faire une biopsie de l'artère crânienne. Voilà. En 1990, donc ça fait maintenant 35 ans, on a le Collège américain de rhumatologie qui a donné un logigramme de diagnostic du Horton, et dans le logigramme, on ne voit pas apparaître l'AVS, et ça va même plus loin, c'est-à-dire que dans leur étude, ils considèrent qu'il y a une sensibilité, une spécificité très mauvaise, et tellement mauvaise, qu'ils disent si on rajoute l'AVS à notre logigramme, on perd en diagnostic de Horton. Donc pour faire le diagnostic de Horton, ne regardez pas l'AVS. Donc ça date de 35 ans, je répète. C'était clair, et pourtant ça n'a pas été mis dans la routine d'utilisation. Donc ça nous a fait un petit peu peur parce que ce même collège en 2022 a ressorti l'AVS du Diable Vauvert, mais là aussi en mettant un quota à 50 en disant il faut faire l'AVS ou la CRP. Bon, en général, sur nos plateaux techniques, on a quand même plutôt la CRP que l'AVS, mais heureusement, on a eu un gros travail qui a été fait dans le cadre du protocole national de diagnostic et de soins, qui a dit que finalement l'AVS ne servait à rien dans ce contexte, et que si on veut faire quelque chose, à la limite le fibrinogène, mais pas de VS. Donc l'AVS et le Horton, non, depuis 35 ans, on sait que c'est inutile. VS et spondylarthrite ankylosante, là encore, on a certains spécialistes qui nous disent qu'ils en ont besoin. On a le rapport de l'HAS, on a des sociétés savantes qui nous disent que non, si on veut faire quelque chose, c'est pas du suivi par des marqueurs, et à la limite, on fait la CRP, mais là encore, pas la VS. Dans le lupus systématique, alors quand on voit sur le site de l'assurance maladie, là encore, on nous cite la vitesse de sédimentation qui peut témoigner d'un syndrome inflammatoire dans ce cas. Si on va sur le site des enseignants du collège de rhumatologie, on a là aussi différentes anomalies biologiques détectables dans les examens peuvent orienter vers un lupus, notamment l'AVS qui est augmenté dans 80 à 100% des cas. Là encore, on a des guidelines qui sont bien définis actuellement, qui n'évoquent plus du tout l'AVS. Donc l'AVS est-elle utile dans le diagnostic de lupus? La réponse est non. Dans l'arthrite juvénile idiopathique ou maladie de Still en fonction de l'âge, là encore, on a l'AVS qui peut être utilisé dans les critères, surtout des critères d'exclusion. Et là encore, dans les références, on nous dit soit l'AVS, soit la CRP. Et dans tous les cas, on n'a aucune étude qui montre que l'AVS a un intérêt supérieur à la CRP seule dans ces diagnostics. Donc, pas d'intérêt de l'AVS par rapport à la CRP dans ces diagnostics. La maladie de Hodgkin, donc c'est une des dernières indications parfois utilisées pour l'AVS, pour stratifier en fait certains patients. Là encore, quand on regarde la bibliographie récente, on n'a pas de différence en fonction du taux de VS, et on avait historiquement des valeurs qui étaient différentes sur des très anciennes publications, sur des patients qui étaient traités avec d'anciens protocoles de test, et probablement que l'AVS déterminait des critères de survie différents parce que c'est des patients qui avaient des complications infectieuses, et l'AVS explicitait en fait ces choses-là, parce que c'était de l'AVS soit au diagnostic, soit pendant le suivi. Donc clairement, ce n'était pas un critère initial de traitement du patient ou de non-traitement du patient. Donc pas de VS dans la maladie de Hodgkin, pas d'intérêt démontré statistiquement dans les études cliniques récentes.
Autre catégorie, les ostéopathies fragilisantes, avec en premier lieu le myélome. Et là aussi, quand on regarde sur des panels de patients atteints de myélome, eh bien, on est très très loin du cas classique où on dit le patient il a une CRP négative et une VS à 120, oh là là, qu'est-ce qu'il a. C'est vraiment pas le cas. On a eu un manque de sensibilité important. Il y a des angles morts, il y a tous les myélomes à chaîne légère, les myélomes non sécrétants. Donc une VS élevée ne fait pas un diagnostic de myélome. Une VS négative n'exclut pas un myélome. Et pour les ostéopathies fragilisantes des enfants, soit c'est génétique, il n'y a pas d'intérêt de l'AVS, soit c'est nutritionnel, il n'y a pas d'intérêt de l'AVS, soit c'est des cancers, il n'y a pas de sensibilité, pas de spécificité, donc pas d'intérêt de l'AVS dans ces cas-là. VS et infection ostéo-articulaire, ça explique pourquoi on a des prescriptions par des chirurgiens parfois. Où là encore, on a des légendes urbaines en disant oui, mais on a des patients qui ont des infections profondes qui ne sont pas détectées par la CRP, mais qui sont détectées par l'AVS. Donc là encore, on a plein d'études qui comparent les deux, où globalement, quand l'AVS a un intérêt, ce sont des situations où la CRP aurait encore plus d'intérêt. Donc puisque vous avez l'un, inutile d'aller chercher l'AVS, voire quand vous faites VS plus CRP, on perd en puissance de CRP. Et puis l'autre problème, c'est que l'AVS réagit beaucoup plus tardivement au changement thérapeutique et vous pouvez avoir des VS qui continuent d'augmenter pour un patient dont l'antibiothérapie est efficace, contrairement à la CRP. Donc pas de VS dans les infections ostéo-articulaires pour faire le diagnostic ou pour le suivi. Donc finalement, je pense que notre ami vitesse de sédimentation, 233 ans, ne va pas matcher parce qu'il n'a plus vraiment de qualité. Désolé pour lui. Alors, est-ce que l'AVS est remplaçable par la CRP et le fibrinogène? Il faut savoir que sur 100 VS prescrites, on a seulement 21 VS seules, et on a les 3/4 qui sont des VS plus CRP, donc on a les deux déjà qui sont co-prescrits en même temps. On a une corrélation entre VS et CRP avec quelques points qui sont discordants, qui sont entourés ici, qui ne sont en fait pas des discordances de patients où on détecte une anomalie de l'AVS avec une infection qui aurait été masquée par la CRP, mais plutôt des patients qui avaient des syndromes néphrotiques ou une hypoalbuminémie profonde ou une anémie importante qui en fait font une VS qui est anormale alors que la vraie valeur était celle plutôt de la CRP. On a aussi testé des corrélations là aussi entre le fibrinogène et la CRP, avec des patients qui ont une CRP élevée et un fibrinogène diminué. Là encore, dans ces situations-là, c'est plutôt la CRP qui avait faux et le fibrinogène qui était un meilleur marqueur d'inflammation chronique dans ce genre de situation. Donc l'intérêt, c'est d'utiliser les bons marqueurs et de connaître les interférences, entre guillemets, puisque pour l'AVS, ce n'est pas vraiment des interférences, c'est plutôt des raisons physico-chimiques d'explication du changement et des biais, et donc le rôle du biologiste dans ces situations où on doit justement explorer par la bonne analyse et pas se dire finalement j'ai une analyse discordante avec l'autre et de prendre une valeur pour argent comptant. Pour autant, l'AVS peut être une analyse de recherche, puisque l'AVS est demandée dans certains protocoles de recherche, notamment rhumato. C'est une analyse qui est un petit peu mondiale, et parfois elle est rajoutée, alors très très mécaniquement, probablement parce que les fabricants de médicaments ne savent pas trop les spécificités analytiques de biologie et demandent de cette analyse systématiquement. Donc pour que le patient soit inclus dans un protocole, il faut réaliser cette analyse. Mais il faut que cette analyse reste quand même dans la main des biologistes parce que on peut vite faire n'importe quoi avec cet automate et on peut vite rendre n'importe quoi dessus. Il ne faut pas qu'il y ait des conséquences directes de décision thérapeutique parce qu'on a vu que le dosage était vraiment un petit peu aléatoire, sauf si forcément c'est inclus dans le protocole et avec un financement par le promoteur de l'étude. Et j'ai rajouté pour rigoler que cette étude servira et enrichira le diaporama qui montrera que l'AVS n'est définitivement pas une bonne analyse parce que s'ils font d'autres marqueurs inflammatoires en parallèle, eh bien l'AVS montrera qu'elle ne servira pas non plus dans cette situation. Pour terminer, je pense que on a tous connu ces grandes sagas qu'on a tous aimées à leur apogée et puis finalement il y a eu des épisodes en trop et on en est lassé et au bout d'un moment il faut savoir dire stop et arrêter le massacre. Clairement, l'AVS en fait partie. C'est une analyse d'une autre époque
avec des besoins historiques qui étaient déjà fragiles à l'époque parce qu'on n'avait pas d'autres moyens de dosage, on n'est plus du tout dans la même situation que voilà un siècle. Il n'y a aucune plus-value actuelle dans aucune analyse de la littérature depuis 20 ou 30 ans. Il y a des coûts directs, on a vu les 10 millions d'euros, des coûts indirects parce qu'on fait des explorations et on apprend aux futurs médecins à faire des explorations sur ces situations-là. Et ça peut conduire même à des retards de diagnostic, puisque des patients, clairement, j'ai un patient par exemple qui avait une électrophorèse des protéines seulement tous les ans et une VS tous les 3 mois, et le médecin qui s'est justifié en disant bah oui, comme ça, si son myélome évolue, je le verrai sur la VS. Bah non, on ne va pas le voir sur la VS, il ne faut pas compter sur la VS pour détecter rapidement une rechute du myélome. Donc je pense qu'il est nécessaire d'arrêter de prendre en charge par l'assurance maladie cette analyse, mais de l'associer obligatoirement avec une communication auprès des prescripteurs, afin qu'ils comprennent bien les alternatives de dosage de ce paramètre, ou carrément pas d'alternative, puisque dans tous les cas, dans les 60% de cas où c'était faisait partie du bilan de débrouillage de on ne sait pas trop pourquoi, c'est le check-up annuel, eh bien cette analyse n'a absolument plus sa place dedans. Je vous remercie pour votre attention.